Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un 8e épisode du dossier du cerveau, épisode qui sera d'ailleurs, on va dire, assez chargé, assez long, je m'en excuse d'avance. Bon, je pense que je ne vous l'apprends pas, hein, on a connu le confinement qui était une période assez angoissante, hein, à différents niveaux. Au niveau sanitaire, c'est forcément angoissant. Ensuite, on a eu forcément la crise économique qui passe par là, etc. Et puis, finalement, il y a un aspect qui est propre au confinement et qui était assez important et assez angoissant, c'est l'aspect social. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé tout seul, du moins on s'est retrouvé éloigné des autres, et ça c'était le cas si bien, enfin même si vous travaillez ou pas, on avait forcément, tout notre système de relations sociales a été chamboulé du jour au lendemain, et ça c'est quelque chose de très particulier pour l'humain qui est une espèce sociale. Et c'est justement de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, du lien qui existait entre relations sociales, ou plutôt menaces sociales ici dans le cadre du confinement, et de l'autre le cerveau. Donc, eh bien, c'est parti. Mais avant toute chose, point de définition quand même important. J'entends ici par menace sociale tout ce qui peut venir impacter nos relations sociales, donc nos relations avec autrui. Donc par exemple, c'est une exclusion sociale ou une menace d'exclusion sociale, etc., etc. Typiquement, le confinement était une menace sociale. Cette menace, elle peut être subjective ou objective, hein. Par exemple, quelqu'un qui peut sentir, en tout cas, qu'il est exclu d'un groupe, mais en réalité il ne l'est pas forcément, c'est considéré comme étant une menace sociale. Il faut savoir que le but premier des recherches qui sont faites sur ce domaine n'est pas nécessairement de découvrir comment est-ce que notre cerveau traite les relations sociales ou la menace sociale. En fait, on sait qu'il existe un lien entre relations sociales et santé. Et du coup, c'est ça le but, en fait, finalement, des recherches qui sont menées dans le domaine, c'est de mieux comprendre ce lien entre relations sociales et santé. Je pense que je ne vais pas vous l'apprendre, hein, les relations sociales sont importantes pour notre santé. Si par exemple, là, vous traînez dans la rue, vous voyez un gosse qui vient de tomber, qui s'est fait très mal, ou en tout cas qui donne l'impression qu'il s'est fait très mal et qui, si on l'écoute, il finira à l'hosto, voire pire, et il suffit juste qu'il ait ses parents à côté, qui lui disent que c'est bon, ça va, et finalement, ça va, hein. Donc voilà. Et ça fonctionne de la même manière, à peu de choses près évidemment, avec les adultes. On retrouve un peu ce phénomène-là d'effet placebo, si je peux dire, des relations sociales sur la santé. En plus de cet effet placebo des relations sociales, on retrouve un aspect qui est, cette fois qu'on pourrait qualifier de comportemental, fonctionnel, je ne sais pas du tout comment on pourrait le qualifier. En fait, c'est juste que si vous êtes dans un groupe et qu'il vous arrive une maladie ou une infection ou ce genre de choses, bref, une menace, eh bien vous avez plus de chances de vous en sortir en fait, tout simplement parce qu'il est plus probable que dans votre groupe, il y ait quelqu'un qui sache vous soigner. Alors que si vous êtes seul, eh bien vous avez une probabilité d'être soigné qui est moindre. Autrement dit, tout ça, donc l'effet placebo et l'effet comportemental fonctionnel, fait que notre cerveau a été construit pour rechercher les relations sociales. En fait, les relations sociales sont ce qu'on appelle un besoin primaire, au même titre que la nourriture, l'eau, les relations sexuelles ou je ne sais d'autres. Bon, effectivement, en fonction des individus, on va en avoir certains qui vont avoir plus besoin de relations sociales que d'autres, hein. C'est un peu ce qu'on va comparer, entre guillemets, les sociaux des asociaux. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif chez les asociaux, hein. En fait, c'est juste qu'ils ont un besoin qui est un peu moins fort. Mais c'est pas... Ils ont quand même ce besoin, il est juste moins fort que d'autres. Bref, tout ça pour dire que les relations sociales sont vues par notre cerveau comme étant une récompense. Donc on cherche vraiment à en avoir, quoi, ça nous fait du bien, quoi. Et alors, une petite précision quand même, parce que je pense que c'est important, quand ici je parle de groupe ou de relations sociales, c'est pas forcément le fait d'être à l'instant T dans un groupe, d'avoir une relation. En fait, c'est juste le fait d'appartenir à un groupe, à une communauté. À l'inverse du coup, d'être exclu d'un groupe, d'être à la marge en fait, tout simplement. Donc maintenant que j'ai dit ça, on va pouvoir aller un peu découvrir ce qui se passe dans notre cerveau pour expliquer ce lien justement entre relations sociales et cerveau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un domaine qui a été très largement développé ces dernières années, notamment par Naomi Eisenberger, qui est une chercheuse ou chercheur, je ne sais jamais comment on dit, dites-moi d'ailleurs en commentaire, mesdames, si vous préférez chercheur ou chercheuse, c'est important quand même, je pense, et je toujours trouvé soit l'un soit l'autre, donc c'est chiant. Bref,
On a surtout eu du coup Naomi Eisenberger, qui est la directrice du laboratoire de neurosciences affectives et sociales, je crois. Du laboratoire de neurosciences sociales et affectives, c'est ça, de l'université de Los Angeles, et qui a énormément développé cette thématique-là du lien entre relations sociales et cerveau, et par extension santé. Bon, du coup, on va voir un peu ce qu'elle nous dit, Naomi, parce que oui, je l'appelle Naomi, justement là-dessus. En lien avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, la menace sociale, l'exclusion, etc., tout ça est traité par notre cerveau comme étant une menace pour notre survie. Dit autrement, on a tout un système qu'on pourrait qualifier de détection de la menace qui est du coup spécialisé dans la détection de cette menace. Mais ce cerveau, il est pas... Enfin, ce système, pardon, pas ce cerveau, il est spécialisé dans la menace, pas dans la menace sociale. Donc en fait, on a un système de détection de menace qui est universel, qu'importe le type de menace, qu'il soit sociale, physique ou je ne sais quoi d'autre. Ce système de la détection de la menace, il est composé de 5 régions cérébrales. On a l'amygdale, l'insula antérieure, le cortex singulaire antérieur dorsal, la substance grise périaqueducale et enfin le cortex préfrontal médian. C'est donc un réseau qui fonctionne donc, tout ensemble, mais qui peut des fois être un peu subdivisé en certaines parties. En fait, on sait de manière générale que toutes ces régions-là sont impliquées donc, dans la menace, mais certaines sont plus pour certains aspects, par exemple de la menace sociale, d'autres pour d'autres aspects de la menace sociale. Par exemple, on sait que le cortex singulaire antérieur dorsal et l'insula antérieure sont deux régions qui sont impliquées dans la détection de l'exclusion sociale. L'exclusion sociale dont je parle ici, c'est un épisode d'exclusion sociale qu'on peut provoquer chez un participant en laboratoire à travers par exemple des jeux. Et quand on regarde à travers des IRMF ou ce genre de choses, eh bien on observe que on a ces deux régions-là qui sont impliquées dans la détection de cette exclusion-là. Maintenant, si on présente à quelqu'un une image contenant un épisode ou quelque chose qui pourrait faire penser à de l'exclusion sociale, eh bien là on a ces deux régions, donc le cortex singulaire antérieur dorsal et l'insula antérieure qui sont activées. Et en plus de ça, on retrouve l'amygdale qui est également activée. Après, on a quelques différences en fonction du type, on va dire, de menace sociale qui nous fait face. On peut avoir des menaces qui sont très concrètes, très directes. Par exemple, c'est quelqu'un qui vous dit si tu fais pas ça, on n'est plus potes, un truc du genre, quoi. Et à l'inverse, on a d'autres menaces qui sont un peu plus, on va dire, moins directes, plus subtiles, un peu plus complexes du coup à comprendre. Je n'ai pas trop d'exemples là en tête, mais je pense que vous voyez un peu l'idée. Et en fonction de si c'est une menace qui est plutôt subtile ou concrète, eh bien on va avoir différentes régions qui ne seront pas les mêmes donc et qui vont la détecter. Typiquement, si on a une menace qui est plutôt concrète et qui n'est donc pas subtile, c'est l'amygdale qui va principalement la détecter. Et à l'inverse, si on a une menace qui est plutôt subtile et donc complexe à comprendre, et bien là, ça va être notre cortex préfrontal dorsomédian qui va se charger de la détecter. En plus de ces régions qui sont impliquées dans la détection de la menace, on a d'autres régions qui sont cette fois impliquées dans la détection de la récompense. La récompense ici, c'est l'absence de menace, qu'elle soit sociale ou physique, ou alors la présence d'un stimuli, d'un objet, d'une personne qui est considéré comme étant protecteur pour notre organisme. Ici, c'est principalement le cortex préfrontal ventromédian qui se charge de le détecter, et en plus de ça, on retrouve aussi le cortex singulaire postérieur qui, quelquefois, va également la détecter. J'espère que je vous perds vraiment pas entre les antérieurs, postérieurs, ventromédian, dorsomédian, tout ça, mais j'espère que c'est quand même un minimum clair. Donc on a ces deux régions, le cortex préfrontal ventromédian et le cortex singulaire postérieur, qui sont impliqués dans le circuit de la récompense et qui ont donc pour but de détecter la présence de récompenses dans notre environnement. Ici donc la récompense d'un point de vue social, c'est ce qu'on pourrait appeler de la protection sociale, de la connexion sociale, etc. etc. C'est un peu l'absence du coup de déconnexion sociale ou ce genre de choses. Mais on a donc deux systèmes qui sont impliqués dans la détection. On a la détection de la menace et la détection de la protection, de la récompense. On a donc un système qui est en balance en fait entre les deux systèmes de détection. Si par exemple on a le système de la détection de la récompense qui s'active, eh bien il va inhiber le système de la détection de la menace. Et à l'inverse, si jamais on a le système de détection de la menace qui est activé, eh bien cela va inhiber le système de détection de la récompense.
Donc vraiment un équilibre en fait de force, si on peut dire, entre ces deux systèmes-là. C'est très important de détailler ce système de la détection parce que en fonction de ce qui est détecté, de si c'est une récompense ou une menace, eh bien la réponse qu'on va avoir à soit la menace, soit la récompense, eh bien sera forcément différente. Donc maintenant qu'on a vu le système de la détection, on va pouvoir passer au système de la réponse. L'objectif de ce système de la réponse, c'est de faire en sorte que notre organisme réponde de la manière la plus adaptée possible face à une menace ou face à une récompense. Pour faire face à une menace, notre système n'a pas 36 possibilités. Il est obligé d'agir. Mais ses moyens d'action sont cette fois un peu plus limités. Soit il fait face frontalement, soit il fuit. C'est ce qu'on appelle en anglais le fight or flight, donc combat ou fuite. Dans les deux cas, notre organisme va répondre par ce qu'on appelle un stress physiologique, tout simplement parce que pour répondre à la menace, donc soit en combattant, soit en fuyant, il faut nécessairement qu'on ait des ressources pour le faire, une mobilisation de ressources énergétiques pour fuir ou combattre. Ça peut peut-être paraître bizarre, mais le stress, c'est un mécanisme physiologique qui permet à notre organisme de mobiliser des ressources, ici pour faire face à une menace. Si vous ne me croyez pas, prenons un exemple tout bête qui est le trac lors d'un examen ou d'un oral. C'est un cas typique de ce qu'on appelle une menace sociale qui est induite ici par une évaluation, par la peur de décevoir des gens, la peur de dire une connerie, je sais pas quoi, bref, plein de possibilités qui peuvent expliquer une menace sociale. Cette menace, elle va engendrer différentes modifications comportementales ou physiologiques. Par exemple, ça va être une augmentation du rythme cardiaque, une vasodilatation, ça peut être une transpiration, les mains moites, etc., etc. Tout ça, c'est un ensemble de réactions dites de stress et qui ont uniquement pour but de faire en sorte que notre organisme puisse faire face à la menace en cours. Et évidemment, là ici j'ai pris le cas de la menace sociale parce que c'est le sujet de la vidéo, mais c'est exactement la même chose qui se passe lorsqu'on fait face à une menace qu'on pourrait qualifier de physique, par exemple quand on croise un ours ou un lion dans la nature. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet ensemble de réactions physiologiques et aussi comportementales est à mettre en lien avec le système immunitaire. Je sens encore une fois que ça vous paraît peut-être bizarre. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le système de la détection ne fait aucune différence entre une menace physique ou une menace sociale. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le système de réponse à cette menace, lui aussi ne fait aucune différence entre une menace physique et une menace sociale. Alors, évidemment qu'il y a des choses qui vont changer, parce que forcément que vous n'allez pas réagir de la même manière que si c'est une voiture qui vous arrive sur vous ou si c'est une infection qui vous arrive. Mais de manière générale, c'est le même système qui est à la base de toutes les réactions physiologiques qui sont entraînées par ça, c'est le système immunitaire. Allons voir un peu du coup ce qui se passe entre système de la réponse et système immunitaire. Notre système de la réponse est constitué de deux systèmes nerveux distincts. Le système nerveux sympathique et l'axe hypothalamo-pituitaire adrénalien, que je vais simplifier évidemment par axe HPA, juste par souci de longueur beaucoup trop longue. Ces deux systèmes vont avoir une importance cruciale sur ce qu'on appelle la réaction inflammatoire, qui est la réaction physiologique de notre système immunitaire. Dit autrement, le système de la réponse, il est en lien avec une réaction inflammatoire. Encore dit autrement, le stress physiologique qu'on connaît par exemple dans le cas du trac ou je ne sais quelle autre menace, c'est une réaction inflammatoire. Alors évidemment, c'est pas la même réaction inflammatoire que lorsque vous faites infecter par un microbe, un virus ou je ne sais quoi. Mais la réponse de base, c'est encore une fois une réaction inflammatoire. Ces deux systèmes, donc le système nerveux sympathique et l'axe HPA, vont avoir une influence sur la réaction inflammatoire qui va différer en fonction de si la menace elle est aiguë, donc courte dans le temps, ou alors si elle est chronique, donc cette fois longue, dans la durée. Si la réponse elle est aiguë, les deux systèmes vont avoir une réponse qui est opposée. Le système nerveux sympathique va avoir comme influence d'augmenter la réaction inflammatoire, tandis que l'axe HPA va lui l'inhiber, autrement dit la diminuer. Si je reprends l'exemple de la présentation orale, qui est ici une menace sociale aiguë vu qu'elle est courte dans le temps, on va avoir dans un premier temps une augmentation de l'activité du système nerveux sympathique, ce qui entraîne donc une apparition du stress physiologique, et donc
donc psychologique aussi, hein, vu que les deux sont liés forcément. Ça va être avant l'oral et puis pendant l'oral. Et puis ensuite, à la fin, une fois que l'oral est terminé, au bout de quelques minutes, on va avoir l'axe HPA qui va avoir une activation et qui va donc entraîner une diminution de la réaction inflammatoire, ce qui entraîne donc une diminution de la réaction de stress physiologique et donc psychologique. Ici, comme la menace elle est aiguë, notre système arrive parfaitement à y répondre. On a dans un premier temps une mobilisation des ressources via le système nerveux sympathique, et puis après on a une remise à un niveau de base, on va dire de repos de notre système immunitaire via l'activation de l'axe HPA. Ce que je peux vous dire sur la menace chronique, c'est qu'elle dure dans le temps, donc elle a une durée qui est relativement longue, ou alors qu'elle a une durée qui est indéterminée, et en plus de ça, on n'a pas de pause. Typiquement, la période de confinement rentre plutôt dans ce cadre-là. On a une période qui est assez longue, à la base on partait pour, 2-3 semaines quoi, puis après on ne savait pas, on n'avait pas d'informations, et puis forcément il n'y avait pas réellement de pause. Hein. Et on peut d'ailleurs peut-être encore considérer que la période de post-confinement est toujours une période de menace, vu que y a toujours des règles sanitaires qui sont présentes, et qui impacte un peu notre fonctionnement, on va dire, au quotidien, même si au niveau social et relationnel, de ce côté-là, ça devrait être un peu mieux maintenant. Dans ce cas-là, ce qui change par rapport à une menace aiguë, c'est le rôle de l'axe HPA. Dans la menace aiguë, l'axe HPA va diminuer la réaction inflammatoire, mais ici, en cas de menace chronique, on va avoir un effet de l'axe HPA qui va augmenter la réaction inflammatoire. C'est très important d'avoir ça en tête, tout simplement parce que ça signifie qu'en cas de stress chronique, on n'a aucun système physiologique, en tout cas à ma connaissance, qui permet de réguler la réaction inflammatoire et donc le stress. Ça veut dire qu'on n'a aucune période où on est en situation de repos, où notre organisme peut donc, entre guillemets, recharger ses batteries. Et ça, c'est un vrai problème en fait, parce que si vous avez besoin par exemple de votre système immunitaire pour faire face à une infection, à une autre menace, comme votre système immunitaire est déjà mobilisé pour faire face à la menace chronique, la réponse à la deuxième menace qui se rajoute sera diminuée. Typiquement, c'est assez connu ce genre de choses. Les individus qui sont en cas qui connaissent un stress chronique, si jamais ils se coupent, ils vont cicatriser plus lentement que les individus qui ne sont pas en situation de stress chronique. C'est un peu tout ça qui explique en grande partie que les individus qui connaissent un stress chronique, qui sont donc sous inflammation chronique, ont une espérance de vie qui est plus faible que les individus qui ne connaissent pas un stress chronique. Et d'ailleurs, au passage, je crois que j'ai oublié de vous parler d'un truc, grâce à la magie du script, évidemment, je n'avais pas oublié, mais on fait genre. J'ai oublié de vous parler de ce qui faisait la connexion, le lien entre le système de détection et le système de la réponse. Je vous ai pas non plus détaillé les régions cérébrales impliquées dans les systèmes de la réponse. Alors pour une partie, je l'explique parce que tout simplement la prochaine vidéo qui sortira sur le dossier du cerveau sera sur le système nerveux autonome dont fait partie le système nerveux sympathique. Et puis en plus de ça, pour l'axe HPA, je voulais pas non plus le détailler parce que vu la longueur de la vidéo, voilà. Par contre, ce qu'il faut absolument que vous sachiez, c'est que les deux systèmes de la réponse sont en lien avec l'hypothalamus. D'ailleurs, le nom de l'axe HPA, donc hypothalamo-pituitaire adrénalien, laisse un petit indice. En fait, l'hypothalamus, il va influencer directement ces deux systèmes. Typiquement, dans le cas de l'axe HPA, l'hypothalamus, c'est la porte d'entrée, si on peut dire, de cet axe. Autrement dit, si lui s'active, il va entraîner toute une cascade d'activation cérébrale qui vont entraîner l'effet de l'axe HPA sur l'inflammation. Et on a plus ou moins la même chose dans le système nerveux sympathique. Bref, si je vous parle du coup de l'hypothalamus, c'est évidemment pas pour rien, c'est parce que c'est en partie avec lui que se fait le lien entre le système de la détection et le système de la réponse. En fait, on a un lien entre l'amygdale qui fait partie du système de la détection et l'hypothalamus, donc le système de la réponse, qui fait que si l'amygdale est activée, cela va entraîner une activation de l'hypothalamus. Dit autrement, l'amygdale, lorsqu'elle est activée, parce qu'il y a détection soit d'une menace, soit d'une récompense,
eh bien on va avoir une activation donc de l'hypothalamus et qui va entraîner donc le système de la réponse. Un des objectifs de la vidéo à la base, c'était de vous parler du confinement. Comme je le dis depuis le début, chaque individu est plus ou moins sensible aux relations sociales, et certains en ont besoin de plus que d'autres. En fait, certains individus ont besoin de plus de contacts, on va dire, rapprochés avec des proches, tandis que d'autres, eh bien, des fois, quelques conversations avec des outils informatiques leur suffisent. Et notamment, là par exemple, dans le cas du confinement, ça pouvait être le cas en fonction de certains individus. Pour ceux qui sont très sensibles aux relations sociales, le confinement a probablement dû être un enfer en fait. Tout simplement parce que pendant entre 2 et 3 mois, plus ou moins, on a tout simplement été coupé des relations sociales normales, naturelles. Donc autrement dit, en fait, ça n'a tout simplement pas répondu à leurs besoins qui étaient assez forts d'avoir des relations sociales. Le confinement est donc pour eux une forte situation de menace sociale, et je vous laisse donc imaginer leur niveau de stress à la fin du confinement. Pour ces individus, leur niveau de stress qui était donc élevé était en très grande majorité dû au fait qu'ils souffraient d'un manque de relations sociales. La première chose qu'ils ont donc fait lors du déconfinement, c'est tout simplement d'aller voir des gens pour bien rétablir un niveau de stress normal, d'inflammation correct, de réguler un peu tout ça. Je cherche pas spécialement à trouver des excuses pour les individus qui se sont regroupés, par exemple au bord de la Seine à Paris ou dans d'autres endroits, n'importe où. Oui, le contexte sanitaire fait que c'était pas malin de le faire, et en plus de ça, on n'avait pas nécessairement le recul qu'on avait aujourd'hui par rapport à une potentielle seconde vague ou d'une augmentation des cas suite au déconfinement. Mais en fait, ces gens ont juste peut-être fait la chose la plus normale et la plus rationnelle pour eux. Tout simplement, déstresser en ayant une relation sociale. Ainsi, ça leur permet tout simplement de remplir leurs besoins de relations sociales. En tout cas, si on se base purement sur cet aspect-là de l'effet des relations sociales sur le cerveau et du coup de ce besoin primaire-là, on peut mieux comprendre les comportements des individus. Comme je l'ai dit, je cherche en aucunement à excuser le comportement de certains, c'est pas mon rôle et je suis pas du tout compétent pour le faire. Je cherche juste à essayer de comprendre pourquoi certains se sont comportés de cette manière-là. J'ai un avis qui est assez proche de celui de Stéphane Deboeuf de la chaîne Homo Fabulus, qui sur une vidéo parlait des comportements des individus au début des mesures de confinement, enfin juste avant, par rapport au PQ, aux pâtes, etc. Je vous mets, si jamais, en lien en description, ou par ici, ou par là, je sais plus, un lien vers la vidéo où justement il parlait de ça et de pourquoi finalement les comportements des gens étaient peut-être finalement purement rationnels. Bon bref, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura intéressé. Je pense que si jamais vous êtes toujours là à m'écouter, c'est que c'est le cas, vu la durée de la vidéo, vous seriez parti déjà plus tôt. Si jamais vous pensez que ça le mérite, n'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu. Ça permet de faire connaître plutôt la chaîne à plus de monde. Et puis si jamais vous avez des questions, des remarques, des commentaires, tout ça, posez un commentaire, c'est le lieu pour. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit, à peu de choses près. Ah oui, si jamais vous souhaitez également aider le développement de la chaîne et ne pas rater de prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est la meilleure manière de m'aider. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.